La Russie a reçu un nouveau message fort, cette fois sous forme d'une explosion secouant le cœur de Saint-Pétersbourg. Cette explosion, minutieusement préparée, a paralysé la logistique russe, bloquant les approvisionnements militaires de Poutine et isolant ses soldats. C'est un nouvel acte de sabotage dans ce qui a été une guerre longue et chaotique, mais le schéma devient de plus en plus clair. Attaquer près de Saint-Pétersbourg prouve aux Russes qu'aucun lieu n'est sûr. Réfléchissez-y. Si la ville natale de Poutine peut être paralysée, alors tout endroit peut l'être. Voyons ce qui s'est passé, qui est responsable et pourquoi cela rend Poutine boudeur comme un adolescent en colère. Pour comprendre pourquoi Moscou paniquait, ne vous concentrez pas sur l'explosion, concentrez-vous sur le chemin de fer, car c'est ainsi que la Russie mène sa guerre. Voilà le truc. Le système ferroviaire russe n'est pas seulement un moyen de transporter des personnes et des marchandises, c'est la colonne vertébrale de ce pays. Tout, de la nourriture au carburant, jusqu'aux troupes et chars, en dépend. Face à l'immensité de la Russie, ses hivers glacials et ses vastes terrains accidentés, les routes seules ne suffisent pas. Les rails relient tout, telles des veines transportant le sang dans un corps géant. Si ces veines se bouchent, tout se rompt, le système s'affaiblit. Ce n'est pas nouveau. Depuis plus d'un siècle, les dirigeants russes comptent sur les trains pour maintenir le pays connecté et sous contrôle. Les tsars et les soviétiques utilisaient ces moyens pour déplacer soldats et fournitures lors de guerres et crises dans leurs empires. Même aujourd'hui, les voies ferrées qui s'étendent de Saint-Pétersbourg à Vladivostok sont aussi politiques que pratiques. La Russie compte plus de 105 000 km de voies ferrées, constituant le troisième réseau mondial. Ce ne sont pas seulement du métal et du gravier, c'est un symbole de pouvoir et d'unité. En Russie, contrôler les voies ferrées a toujours signifié contrôler le territoire. Cette dépendance est apparue encore plus clairement après l'invasion de l'Ukraine. L'armée russe moderne dépend toujours du chemin de fer comme à l'époque soviétique. Près de 90% de son matériel lourd, dont chars, missiles, obus et carburants, sont ainsi transportés. Le district militaire occidental, incluant Saint-Pétersbourg, fonctionne presque entièrement ainsi. La ligne Peskov-Saint-Pétersbourg transporte chaque semaine des milliers de tonnes de ravitaillement vers Kaliningrad et les fronts nord. Si cette ligne cesse, des secteurs entiers de l'effort de guerre sont paralysés, d'où l'importance de ce qui a suivi. Quelqu'un vient de percer une brèche au centre de cette ligne de vie. Le 21 octobre, une explosion s'est produite sur ce même tronçon de la voie ferrée reliant Pskov à Saint-Pétersbourg. L'attaque visait à paralyser la voie ferrée, et elle y est parfaitement parvenue. Des témoins ont vu la nuit s'illuminer de feu et de fumée quand le train de marchandises a déraillé, dispersant des débris sur les voies. Essayez, comme les Russes, de dissimuler l'information. Les détails ont filtré lentement, comme souvent. Ils ont montré à quel point c'était chaotique. Les photos fuitées sur Telegram montraient du métal déchiré, des rails brûlés et des agents de sécurité inspectant les décombres à la lampe torche. Impossible d'ignorer l'explosion à cet endroit. Ce corridor stratégique se trouve à une courte distance de l'Estonie, donc le fait que cela se produise si près d'un membre de l'OTAN le rend important. Dans la stratégie de Moscou, ce symbolisme compte. Comme mentionné, le corridor de Peskov est vital pour le district militaire occidental, responsable des opérations russes près des États baltes et au nord de l'Ukraine. En d'autres termes, cette ligne ne transportait pas des touristes ou des provisions, elle transportait des munitions, du carburant et du matériel militaire, les éléments clés qui maintiennent la machine de guerre russe en marche. L'explosion a soudainement stoppé cette ligne. Les expéditions militaires et les trains civils ont été détournés ou suspendus. Pendant plusieurs jours, les équipes logistiques russes ont réparé les voies et rétabli le service. Mais le trafic restait bien plus lent que d'habitude. Il est difficile d'évaluer précisément les dégâts d'une explosion dans une guerre de cette ampleur. En logistique, chaque retard compte. Un léger retard ici peut causer des pénuries ailleurs, mettant des vies en danger sur la ligne de front. L'armée russe étant déjà sous-approvisionnée, tout retard lui porte un coup dur. Ces attaques ne touchent pas seulement les délais, elles visent aussi le portefeuille de la Russie. Les chemins de fer transportent chars, balles, mais aussi grains, charbon, pétrole, permettant aux usines de fonctionner et aux villes d'être ravitaillées. Déjà sous pression avec de nombreuses sanctions, l'économie russe souffre davantage à chaque cargaison déraillée. Un retard de 3 jours peut entraîner des millions de pertes, ou forcer les usines à ralentir, augmentant la pression sur les ouvriers. Quand le pain augmente, car un train est en retard, les gens râlent. Quand ils protestent, le récit du Kremlin d'une Russie forte et unie se fissure. Ce n'est pas seulement les soldats, chaque Russe se demande ce qui se passe. À l'annonce de l'attaque, les médias d'État russes n'en ont parlé d'incident, et le gouverneur a promis un rétablissement rapide de l'ordre. Mais les internautes restaient sceptiques.
rapidement. Des vidéos ont montré d'épaisses fumées noires au-dessus des arbres et des secouristes retirant des rails tordus. Les images se sont propagées plus vite que les censeurs ne pouvaient réagir. Et bientôt, la conversation est passée de « que s'est-il passé ?» à « comment cela a-t-il pu arriver ici ?» Pour Moscou, la question est sensible. Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, et la fenêtre sur l'Europe, non un avant-poste isolé. Si des saboteurs attaquent une voie ferrée militaire là-bas, que dit cela sur la capacité de l'État à contrôler son territoire? Et si vous regardez de plus près, vous remarquerez un schéma. Les chemins de fer russes sont attaqués discrètement depuis des mois, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Ils sont devenus l'un des champs de bataille les plus discrets, mais aussi les plus efficaces de toute la guerre. Plus vous observez ce schéma, plus c'est évident. Ce n'est pas une suite d'accidents aléatoires. C'est une campagne, lente et délibérée, qui sape progressivement la chose même dont la Russie dépend le plus, sa capacité à se déplacer. Tout a débuté discrètement, presque sans se voir. Un dysfonctionnement signalé ici, un court-circuit là. Puis des sections entières de voies ferrées ont commencé à exploser. Fin 2023, cela arrivait si fréquemment que les autorités russes ont arrêté de le signaler dans la moitié des cas. On parle désormais de défaillance technique, expression devenue un code pour sabotage. Mais la vérité continuait de filtrer parce que les explosions laissent des preuves, et les citoyens russes publiaient tout en ligne. Un des premiers grands signes avant-coureurs a émergé en septembre 2023. Un train de marchandises à Belgorod a été déraillé après que des explosifs ont été placés le long de la ligne Stariosko-Valyuky. 11 wagons et une locomotive ont déraillé. Les responsables russes évoquent une défaillance technique, mais les forces spéciales ukrainiennes affirment qu'il s'agit d'une attaque délibérée. Le moment n'était pas choisi au hasard. Il est tombé alors que les unités russes se repositionnaient près de la frontière, provoquant des retards qui ont affecté la chaîne d'approvisionnement plusieurs jours. Quelques semaines après, un autre train a déraillé à Ryazan, provoquant un incendie et la panique chez la police. Encore une fois, la version officielle parlait d'un accident, mais l'emplacement a soulevé des questions. Ryazan est au centre de la Russie, loin du front, mais près de centres militaires stratégiques. Les analystes occidentaux étaient rapidement convaincus. C'était du sabotage. Ensuite, les frappes ont continué vers le nord-ouest. À la mi-2024, le corridor de Pskov à Saint-Pétersbourg était devenu une cible privilégiée. Les trains de carburant, munitions et pièces de rechange étaient régulièrement attaqués selon la même méthode. De petites charges placées sous les rails, souvent déclenchées à distance, visaient toujours des cargaisons militaires. Les médias russes ont minimisé les dégâts, mais des enquêtes en sources ouvertes et des médias occidentaux ont relié ce schéma à des partisans et agents ukrainiens. Ce n'était pas juste quelques saboteurs en colère, mais une vraie campagne. À chaque tentative de la Russie de créer une nouvelle voie d'approvisionnement, elle était détruite. Les attaques, discrètes mais efficaces, réussissaient à chaque fois. Ils devaient seulement immobiliser les trains assez longtemps pour créer des problèmes, qui s'accumulaient sans cesse. La guerre ferroviaire s'est déplacée des marges de la carte vers le cœur du système logistique russe, et le Kremlin a du mal à suivre. À la mi-2024, le nom Stop the Wagons a commencé à circuler en ligne. Ce n'était pas un groupe formel avec un leader ou un quartier général, mais un réseau informel de Russes, opposés à la guerre, décidés à lutter de l'intérieur. Ils n'avaient ni armes à feu ni drones, seulement des clés, des fils et de petits explosifs dans un sac à dos. Les cibles n'étaient pas les soldats, mais les rails dont ces soldats dépendaient. En sabotant la signalisation, ou en brisant une éclisse, ils pouvaient dérailler un train et perturber l'approvisionnement plusieurs jours. C'était une résistance à moindre coût, et ça fonctionnait. Poutine devait désormais affronter l'ingérence ukrainienne et ses propres citoyens. On peut vraiment parler d'encerclement, non. Ce n'était pas seulement les actes de quelques citoyens en colère. C'était un collectif conscient de patriotes qui considéraient l'invasion comme inutile et sans but. En Biélorussie, ce scénario avait été testé plus tôt. Début 2022, quand les troupes russes ont envahi l'Ukraine via les chemins de fer biélorusses, cheminots et militants locaux ont discrètement saboté leurs propres lignes. Ils ont coupé les communications, brouillé les capteurs et bloqué les trains de matériel russe. Certains d'entre eux ont été arrêtés, d'autres ont disparu, mais l'idée s'est répandue. Et une fois qu'elle a franchi la frontière russe, elle a pris une vie propre. L'explosion de Saint-Pétersbourg est ainsi très symbolique, s'inscrivant dans un défi bien plus large. Ce qui a débuté sur les voies biélorusses touche désormais le cœur industriel de la Russie. Le sabotage était autrefois quelque chose que Moscou imputait à ses voisins. Maintenant, cela se produit à l'intérieur de ses propres frontières, souvent à quelques centaines de kilomètres du centre du pouvoir du Kremlin. Les attaques sont également évoluées. Il ne s'agit plus seulement de casser des rails. Certaines visent les lignes de communication qui contrôlent le trafic ferroviaire. D'autres visent des sous-stations électriques ou des dépôts. Chacune ajoute un nouveau niveau de perturbation.
Et ce qui est pire pour Moscou, c'est que ces saboteurs continuent de s'adapter. Après chaque vague d'arrestation ou de répression, les opérations deviennent plus intelligentes et rapides. Vous pouvez leur envoyer des forces de sécurité, mais vous ne pouvez pas surveiller chaque kilomètre de voie ferrée dans un pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. Frapper des cibles symboliques, loin à l'intérieur des terres, envoie un message. Cela dit au Kremlin: si nous atteignons votre cœur, aucun lieu n'est sûr. Les frappes intensifiées cette année s'inscrivent dans un ensemble bien plus vaste. Et tout a commencé avec le tronçon Strogo-Novo-Michinskaya de la région de Leningrad, le même corridor qui alimente le Peskov SCT. Le 14 septembre, 2 trains de marchandises ont déraillé à quelques heures d'intervalle sur la ligne de Saint-Pétersbourg. Dans le district de Gatchina, un grand craquement a retenti, suivi du silence. À leur arrivée, les secours ont découvert une locomotive renversée. Les autorités ont attribué l'incident à des problèmes techniques. Mais les photos racontaient une autre histoire. Les rails étaient tordus, brûlés et pliés d'une manière qui criait au sabotage. Quelques heures plus tard, vers 2h30, un autre train a été touché sur la même ligne. Il transportait des wagons-citernes que la Russie disait vides, tandis que des sources ukrainiennes affirmaient qu'ils contenaient du diesel pour le front. L'explosion a déclenché une série d'incendies qui se sont propagés sur les voies, tandis que les chemins de fer russes s'efforçaient de maîtriser la situation. Ils ont détourné les trains, fait monter les passagers dans des bus et envoyé des équipes de réparation travailler sous des projecteurs. Malgré tout, les dégâts causèrent des retards pendant des jours. L'internet mobile a été rapidement coupé dans la région, comme le fait souvent le Kremlin pour bloquer la diffusion de vidéos. Malgré cela, des vidéos ont fuité en ligne, montrant des flammes oranges et de la fumée noire dans la nuit. Ces 2 déraillements n'étaient pas des accidents. Les services de renseignement ukrainiens ont ensuite affirmé que leurs forces spéciales, aidées par des alliés locaux, avaient synchronisé les attaques pour couper l'approvisionnement en carburant. Au moment où la Russie préparait de nouvelles offensives en Ukraine, le coup a été dur. Les équipes logistiques russes ont dû utiliser des routes secondaires rapidement boueuses dès la mi-journée. Les camions-citernes utilisaient plus de diesel pour livrer. La production des usines près de Saint-Pétersbourg a ralenti et les ouvriers sont partis plus tôt. Des rumeurs ont alors circulé sur le caractère délibéré des pannes techniques. Puis est venu le 7 octobre. Ce même tronçon ferroviaire a de nouveau été touché, cette fois en plein jour. Un train de marchandises transportant du matériel militaire, des munitions, des pièces de rechange et possiblement des composants de drones a déraillé à cause de charges placées précisément. Le service fédéral de sécurité a réagi fermement en bouclant le site et en interrogeant le personnel ferroviaire, mais les dégâts étaient déjà faits. Les fournitures pour le front rouillaient désormais sous la pluie d'automne. Les commandants ont été contraints de recourir à des convois de camions, avançant lentement sur des routes défoncées et anciennes, gaspillant un temps et un carburant qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Ce coup porté en octobre a été le point de rupture. Il a conclu un mois brutal qui a révélé un schéma clair. Quelqu'un visait sans cesse le même point faible, défiant la Russie de continuer à le réparer. Chaque explosion approchait de Saint-Pétersbourg, montrant que ses assaillants ne testaient pas seulement les défenses, ils les épuisaient. Quand l'explosion du 21 octobre a traversé le corridor de Pskov, ce n'était déjà plus une surprise. C'était le résultat inévitable d'un système trop sollicité pour se défendre. La rumeur dit que le saboteur n'utilise plus seulement clés et explosifs. Certaines sources affirment que cette dernière explosion ne concernait pas seulement de la dynamite sous les rails. Elles ont émis l'hypothèse qu'elle aurait pu avoir une ombre numérique. Voilà le problème. Les chemins de fer russes ne reposent pas seulement sur l'acier et les roues. Dotés de capteurs, signaux et commandes numériques, ces systèmes contrôlent la circulation des trains. Les manipuler peut stopper un train sans allumer de mèche. Un pirate informatique astucieux pourrait brouiller un système de signalisation, tromper un capteur pour lui faire croire qu'une voie est bloquée, ou même couper à distance une sous-station électrique. Ce ne sont pas de simples spéculations. Le 6 août, des pirates auraient perturbé la ligne ferroviaire Saint-Pétersbourg-Moscou en s'attaquant au système de répartition, billetterie et réseau. Le centre ukrainien de communication stratégique a rapporté que cette attaque avait causé jusqu'à 10 millions de dollars de dégâts. C'est fou. C'est pourtant la preuve du succès de cette nouvelle forme de guerre. Si l'explosion de Saint-Pétersbourg a eu un soutien numérique, cela prouve que les assaillants sont plus stratèges qu'on ne le pensait. C'est la guerre hybride, physique, numérique et entièrement problématique. L'Ukraine perfectionne depuis des années le sabotage et les cyberattaques pour maintenir la Russie incertaine. Réfléchissez-y. Pirater le contrôle d'un chemin de fer, puis poser une bombe maximise l'impact. On frappe 2 fois la même cible facilement. Et le plus effrayant, c'est que le réseau ferroviaire russe est une cible facile pour ce genre d'attaque. Il est gigantesque, tentaculaire et n'a pas été conçu pour une cybersécurité avancée.
Chaque kilomètre de voie ferrée est un point faible potentiel. Les voies ferrées russes ne sont pas seulement anciennes, ce sont de véritables pièges technologiques obsolètes. La signalisation Glosnest des lignes de Pskov utilise des relais des années 1990 vulnérables à des brouilleurs à $50 trouvés sur le dark web. Cela la rend facile et peu coûteuse à perturber. Moscou a été lente à s'adapter. Le problème, c'est que l'ennemi peut frapper à distance via ordinateur portable, surtout si les saboteurs combinent bombes et cyberattaques. La Russie a un plus gros casse-tête que de simplement réparer les rails. Elle doit renforcer sa colonne vertébrale numérique, quelque chose qu'elle ne peut certainement pas se permettre de faire en ce moment. Et le problème ne se limite pas à ce front. Tandis que les partisans opèrent en secret sur les chemins de fer, Kiev cible des infrastructures majeures comme ponts, raffineries et réseaux électriques. Ce sont les lignes vitales qui font fonctionner la machine de guerre russe, une sorte de revanche sur les infrastructures. Chaque frappe est soigneusement planifiée, visant directement l'argent et le fret qui financent l'invasion de Poutine. Faire sauter un pont, ce n'est pas juste bloquer la circulation, c'est isoler un front. Frapper un dépôt de pétrole, et les chars doivent puiser dans un réservoir plus maigre. C'est malin, économique, et pousse les ingénieurs de Moscou à vivre dans une panique constante. Cela est particulièrement visible au pont de Kertch, construit par Poutine sur 19 km, vers la Crimée comme son monument personnel. Construit rapidement en 2018 après la saisie russe de la péninsule, il est devenu vital pour le Sud, transportant soldats, chars et munitions vers Kherson et plus loin. L'Ukraine a les yeux rivés dessus depuis le début, mais dernièrement, il est passé d'une cible d'opportunité à un sujet récurrent dans l'actualité. Tout a commencé avec un camion piégé en octobre 2022, déformant la chaussée et faisant s'effondrer des morceaux du pont dans la mer. La circulation a été coupée plusieurs mois. En juillet 2023, un essaim de drone a frappé les piliers, nécessitant des réparations d'urgence. Mais le véritable coup dur est survenu le 3 juin 2025, lorsque des drones sous-marins chargés de trinitrotoluène ont explosé sous les piliers. Les services de sécurité ukrainiens ont rapidement revendiqué l'attaque, diffusant des images de l'explosion à 4h44. Des flammes traversaient l'eau, signe de mauvais présage. Ce coup a réduit de 40% l'approvisionnement de la Crimée pendant des semaines, bloquant les convois de carburant et privant les premières lignes de ravitaillement. Vladimir Poutine a dépensé des milliards dans des barrières et filets anti-drones, mais les plongeurs ukrainiens parvenaient toujours à les franchir. Ce genre de frappe ne fait pas qu'endommager l'acier. Elle tourne en dérision le symbole de son pouvoir. Le pont de Kertch n'est qu'un élément d'un ensemble plus large. Toute l'année, les drones ukrainiens ont frappé la carte énergétique russe, incendiant raffineries et dépôts finançant la guerre. Début 2024, des frappes sur la raffinerie Rosneft de Ryazan ont stoppé la production plusieurs semaines et fait augmenter les prix du carburant. Cette année, le rythme a explosé, sans mauvais jeu de mots. En mars, un drone a frappé un dépôt à Krasnodar, éliminant 4% de la capacité de raffinage de la Russie en un seul trimestre. Puis, le 19 octobre, l'immense complexe gazier d'Odenberg, responsable du traitement de 45 milliards de mètres cubes par an provenant des champs du Kazakhstan, a été durement touché. Cela a stoppé les exportations et entraîné des détournements coûteux. Mais cette efficacité résulte d'une stratégie, non du hasard. Le renseignement militaire ukrainien considère les infrastructures comme le point faible de l'armure russe. L'armée peut être massive, mais sans carburant, sans électricité et sans pont fonctionnel, c'est une bête qui meurt de faim. Tout impact sur la chaîne d'approvisionnement affecte directement le champ de bataille. Un convoi bloqué à Kertch, c'est moins d'obus à Avdiivka. Une raffinerie en feu entraîne des coûts de carburant plus élevés pour les chars T-90. Le message est clair. Aucun endroit n'est intouchable, même l'ancienne patrie du tsar. Pour Poutine, c'est plus qu'un casse-tête logistique. C'est un coup dur pour son ego et son économie. Des milliards sont investis dans les réparations. Les exportations diminuent, et ce sont les Russes ordinaires qui paient plus cher à la pompe. Cela ralentit non seulement les trains, mais aussi la guerre. L'Ukraine parie qu'en continuant à cibler ses points sensibles, la machine de guerre russe cédera avant la leur. Jusqu'à présent, ce pari semble porter ses fruits. Explosion après explosion. Mais il ne s'agit pas seulement de rails endommagés ou de systèmes piratés. Ce genre de chaos va plus loin, ébranlant la confiance qui maintient la Russie unie. Ces attaques ferroviaires dépassent de simples explosions. Elles révèlent un mal plus profond et la diminution de la sécurité de l'État. Pendant des années, le Kremlin a projeté une image de contrôle absolu, capable d'écraser toute dissidence avant même qu'elle ne se forme. Mais aujourd'hui, même dans le Nord, même dans les villes qui ont construit la puissance industrielle de la Russie, ce contrôle s'estompe. On le sent dans le ton des réponses du gouvernement. Le calme, la confiance, tout cela a disparu. Il reste le déni mêlé à la panique, d'où l'impact particulier de l'explosion de Saint-Pétersbourg. Ce n'était pas juste un sabotage de plus,
C'était la preuve que la guerre de la Russie ne se limite plus au champ de bataille en Ukraine. Elle saigne jusque chez elle. Chaque attaque contre les voies ferrées est comme un miroir tendu face aux échecs du Kremlin. On peut réparer une voie ferrée, mais on ne peut pas réparer la peur. La peur se propage désormais plus vite que les trains autrefois ponctuels. Après cette attaque, Moscou ne restera pas passive après une telle explosion. Le Kremlin déploie déjà plus de caméras, plus de patrouilles et plus d'informateurs pour surveiller chaque centimètre de voie. Mais voilà le problème. Protéger des milliers de kilomètres de voies ferrées, c'est comme essayer de surveiller une tornade. Il pourrait installer de nouveaux capteurs ou de l'intelligence artificielle pour surveiller les signaux, mais les saboteurs ont déjà une longueur d'avance, mélangeant des bombes artisanales codées à basse technologie avec des piratages de haute technologie. La Russie pourrait investir des milliards dans ses chemins de fer, mais chaque rouble dépensé manque aux lignes de front. C'est un piège et Moscou y tombe à pieds joints. Le Kremlin, déjà paranoïaque, pourrait réprimer encore plus sévèrement après de tels incidents. Plus d'arrestations, des lois plus strictes, et peut-être même l'obligation pour les cheminots de signaler chaque regard suspect. C'est la recette idéale pour un retour de bâton. Des discussions ont déjà lieu sur X, ex-Twitter, sur le ressentiment des habitants face aux opérations de sécurité. Si le service fédéral de sécurité arrête des innocents, ou renforce la conscription pour protéger les infrastructures, cela pourrait susciter plus de colère qu'ils ne peuvent gérer. Il y a aussi le jeu du renseignement. Le service fédéral de sécurité redouble d'efforts, avec des opérations pièges, mais attraper les saboteurs n'est pas facile lorsqu'ils sont décentralisés et se fondent dans la foule. La Russie pourrait utiliser la surveillance numérique, comme le traçage téléphonique ou le piratage de télégrammes, mais cela pourrait aliéner les citoyens technophiles déjà hors de portée de l'État. Chaque contre-mesure a un coût. Plus Moscou durcit, plus elle renforce la résistance qu'elle veut écraser. L'explosion de Saint-Pétersbourg a endommagé une voie ferrée, et pourrait avoir déclenché un cycle difficile à arrêter. Cette agitation pour tout verrouiller met à mal la sécurité de la Russie et commence à transformer la guerre. Les conséquences stratégiques sont énormes. L'explosion de Saint-Pétersbourg a révélé la fragilité de la mobilité interne en Russie, au-delà du simple blocage d'une route. Si les lignes d'approvisionnement sont paralysées de l'intérieur, le renforcement militaire à l'étranger importe peu. Les guerres modernes ne sont pas gagnées par celui qui tire le plus d'obus, elles sont gagnées par celui qui peut maintenir sa logistique intacte. Sur ce front, la Russie recule très vite. La vraie question n'est plus comment les rails explosent, mais qui en est responsable. Hélas, la réponse reste complexe. En haut de la liste figure évidemment l'Ukraine. Les agences de renseignement ukrainiennes, comme le Direction principale du renseignement et le service de sécurité d'Ukraine, mènent des opérations secrètes en plein cœur de la Russie depuis des années maintenant. Ils ne ciblent plus seulement les bases militaires désormais. L'approvisionnement, les dépôts et les infrastructures clés sont inclus dans une stratégie plus ambitieuse. Le but est d'atteindre la Russie là où elle est la plus vulnérable, sans engager de troupes au sol. Saboter une voie ferrée est moins coûteux, plus discret et souvent plus efficace que bombarder une base. Les responsables du renseignement occidental évoquant ce changement depuis des mois, la ligne de Saint-Pétersbourg en est un exemple. Cela affecte la logistique, vise un lieu symbolique et envoie un message clair sans tir conventionnel. Mais il n'y a pas que l'Ukraine. Au cœur même de la Russie, la résistance grandit et elle est décentralisée. Ce sont des gens ordinaires qui s'opposent à la guerre, formant des réseaux petits, agiles et en grande partie anonymes. Certains agissent sans Kiev, mais le but reste de perturber la machine de guerre russe. Ce sont des partisans dans tous les sens du terme, et ils sont devenus étonnamment efficaces. Les outils qu'ils utilisent sont simples. Explosifs artisanaux, sabotage ferroviaire, interférence des bancs cyber. Rien de sophistiqué, mais très efficace. Ils agissent discrètement, souvent inaperçus, ce qui les rend plus difficiles pour capturer qu'une armée classique. Le Kremlin le sait, et cela les terrifie. En fait, il fait tout pour ne pas le reconnaître. Les déclarations publiques de la Russie sont les habituelles, prévisibles. Moscou accuse régulièrement des agents étrangers, des terroristes ukrainiens, et parfois des saboteurs fictifs. Le discours évolue sans cesse, car aucune histoire unique ne peut tout expliquer. En coulisses, le service fédéral de sécurité tente de traquer ces réseaux, mais ils restent dispersés, adaptatifs et invisibles, jusqu'à une explosion. Les réseaux sociaux aggravent la situation à Moscou. Les habitants diffusent des vidéos de dégâts et d'incidents ferroviaires avant l'intervention des censeurs. Chaque vidéo est une petite humiliation. Chaque attaque réussie prouve que le Kremlin ne peut pas tout contrôler. La large diffusion des images de l'explosion à Saint-Pétersbourg illustre le problème. Les dégâts et le chaos minent la confiance envers la capacité du gouvernement à sécuriser son territoire. L'impact dépasse les infrastructures et affecte aussi le moral en Russie.
Les soldats doutent de l'arrivée des ravitaillements. Les commandants des renforts et les civils perdent foi en l'État. Les attaques mettent en évidence une vérité centrale. La Russie peut contrôler le champ de bataille à l'étranger, mais elle perd le contrôle chez elle. C'est pourquoi il est si important de savoir qui est derrière ces incidents. Les agences ukrainiennes sont compétentes, mais la résistance intérieure apporte une dimension imprévisible. Les personnes qui posent les explosifs à Pskov ou près de Novgorod ne suivent pas une structure de commandement stricte. Ils innovent, improvisent et agissent selon leurs instincts. Cela les rend plus imprévisibles, plus difficiles à réprimer et plus dangereux sur le long terme. Chaque opération de sécurité risque d'aliéner des personnes qui, autrement, resteraient silencieuses. Chaque arrestation alimente le récit selon lequel le régime est faible et paranoïaque. Au final, la perturbation du chemin de fer de Saint-Pétersbourg ne concerne pas seulement celui qui a appuyé sur la gâchette, c'est aussi ce que cela représente. Un système sous pression, un gouvernement en difficulté, et une population testant discrètement l'autorité. L'explosion n'a peut-être été qu'un seul moment de destruction, mais elle fait partie d'une histoire bien plus vaste. Une histoire toujours en cours que Moscou ne peut totalement maîtriser. Reste la question de Poutine. Les services de sécurité et les hautes gradés de l'armée voient clair. Une explosion dans sa ville natale sous leur surveillance n'est pas seulement une faille, c'est une entaille au mythe du contrôle. Ça fait mal, pas seulement à cause des dégâts, mais aussi de ce que cela implique. Que le système construit pour protéger le chef commence à faillir, des questions commencent à surgir. Les informateurs du service fédéral de sécurité dorment-ils? Les commandants sont-ils trop occupés pour sécuriser leur territoire? Si des saboteurs frappent près de Saint-Pétersbourg, que reste-t-il hors de portée? Ce ne sont pas seulement des échecs tactiques, ce sont aussi des échecs de réputation. Dans un régime fondé sur la peur et la précision, la réputation est une monnaie d'échange. Personne ne dit que Poutine est en position instable, pas encore, mais les rumeurs prennent de l'ampleur. Quand votre équipe de sécurité ne peut empêcher une bombe en gare, la question est qui l'a posée, mais aussi qui surveille. Si ce schéma continue, le cercle rapproché du Kremlin pourrait bientôt poser la question qui dérange. Le patron a-t-il perdu la main? Tandis que la Russie répare ses rails, le monde observe. Ce qui se passe près de Saint-Pétersbourg illustre comment pouvoir et faiblesse s'expriment dans le monde moderne. Les guerres actuelles ne sont plus limitées. Une explosion peut impacter le monde entier, affecter les marchés et atteindre les centres de commandement. Pour l'OTAN et les États baltes, cette explosion était un avertissement, pas juste une actualité. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se préparent, depuis 2 ans, à toutes les menaces, des cyberattaques aux vagues de réfugiés. Mais saboter près de Saint-Pétersbourg change la donne. Cela montre que la sécurité intérieure russe est sous pression et que le chaos peut vite se propager à l'extérieur. Les planificateurs militaires à Tallinn et Varsovie font déjà des simulations et se posent de nouvelles questions. Si Moscou ne peut protéger son réseau de transport, que fera-t-elle si un incident similaire survient près de la frontière? Parce que dans une région remplie de méfiance, même un seul rail endommagé peut être interprété à tort comme un acte de guerre. Pour le renseignement de l'OTAN, ces attaques ferroviaires s'inscrivent désormais dans un schéma plus large. Ils surveillent chaque explosion avec des images satellites, des radios interceptées et des signatures thermiques des wagons en feu. Ce qu'ils observent n'est pas seulement du sabotage, c'est un signe de fatigue au sein même de la machine de guerre russe. Dans les conflits actuels, la logistique est essentielle. Le camp qui livre plus vite et en sécurité gagne souvent. La bouée de sauvetage de la Russie, son réseau ferroviaire, paraît chaque jour plus fragile. Chaque retard près de Saint-Pétersbourg rappelle discrètement aux généraux de l'OTAN les limites de la puissance russe. Ce message se propage rapidement des centres de commandement militaire aux parlements et institutions financières occidentaux. Plus ces limites deviennent claires, plus l'OTAN se sent confiante pour renforcer la pression et financer l'Ukraine. Chaque wagon brûlé ou train stoppé est vu comme une victoire tactique pour les saboteurs et une preuve de l'affaiblissement du Kremlin. À Washington, Bruxelles et Londres, ce changement de perception a de vraies conséquences. Ce qui ressemblait autrefois à une guerre longue et pénible commence à sembler gagnable. Les dirigeants occidentaux, autrefois prudents, sont maintenant prêts à fournir armes avancées et aide financière. Les investisseurs et décideurs, autrefois prudents face à la Russie, voient désormais une chance d'accélérer la fin de la guerre en soutenant l'Ukraine. La stratégie a évolué de la retenue à l'accélération pour maintenir la pression, élargir les fissures et rendre la position de la Russie intenable. Pour l'OTAN, la carte ferroviaire russe rappelle un électrocardiogramme. Chaque explosion est une pulsation, révélant l'affaiblissement du système. Lors de réunions à Bruxelles et Washington, ce schéma est étudié de près. Certains pensent que cette guerre n'a pas à s'enliser et peut vraiment finir. La Chine observe la situation avec inquiétude. Pour Pékin,
Ces chemins de fer russes sont aussi des axes commerciaux, reliant la Chine à l'Europe via la branche nord de la ceinture et la route. Chaque déraillement ou signalisation piratée menace cette route. Une explosion près de Pskov bloque plusieurs jours les expéditions, impactant les entreprises logistiques chinoises. Pékin réoriente déjà une partie du fret vers des routes plus sûres, comme le corridor de la Caspienne via le Kazakhstan ou le corridor central via la Turquie. L'instabilité de la Russie redessine discrètement la carte commerciale de l'Eurasie, et ce n'est pas à son avantage. L'Europe ressent également les secousses économiques. Malgré les sanctions, la Russie exporte encore beaucoup de pétrole, charbon et céréales par train. Lorsqu'une de ces lignes est interrompue, les coûts d'assurance augmentent, les livraisons ralentissent, et les prix des matières premières fluctuent. Tout incident technique près de Saint-Pétersbourg ou Novgorod cause des perturbations sur les marchés du carburant et des céréales. Dans une économie mondiale tendue, cette incertitude affecte tous. Des négociants en énergie à Amsterdam aux meuniers du Caire, un revers militaire est devenu un risque économique. Même les pays éloignés de l'Europe y prêtent attention. Les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine dépendant du blé et des engrais russes voient désormais la fragilité de ces chaînes d'approvisionnement. Une explosion dans le nord de la Russie pourrait faire grimper les prix alimentaires loin de là. C'est un rappel que, dans le monde d'aujourd'hui, aucune guerre ne reste locale. Une explosion ferroviaire près de Saint-Pétersbourg peut avoir des répercussions jusque dans les rayons des supermarchés à São Paulo ou à Lagos. Au-delà de l'économie, c'est aussi une question d'image. Pendant des décennies, la Russie était fière d'être la maîtresse de la logistique, le pays capable de déplacer des armées, de construire des pipelines et d'opérer sur des distances impossibles. Aujourd'hui, des vidéos de trains déraillés et de wagons de marchandises en feu ébranlent cette image, le mythe du contrôle total. Il se fissure. Et en géopolitique, la perception compte autant que la réalité. Lorsque la Russie semble faible, son influence à l'étranger baisse, ses alliés hésitent et ses rivaux gagnent en confiance. À Washington et Bruxelles, les analystes voient ces sabotages comme un tournant, pas juste une nuisance. Leur raisonnement est simple. Si les chemins de fer russes sont vulnérables, leur soutien à la guerre est limité. Beaucoup appellent cela la guerre de la logistique. Elle se passe non dans les tranchées, mais le long des lignes d'approvisionnement du champ de bataille. Dans ce conflit, saboteurs et hackers peuvent être aussi décisifs que les soldats. L'Inde et la Turquie, neutres, réexaminent discrètement leur position, conservant un équilibre entre Moscou et l'Occident. Si le système de transport russe s'effondre, sa fiabilité comme partenaire sera remise en cause. La stabilité conditionne commerce, investissement et promesses diplomatiques. Actuellement, les chemins de fer russes témoignent d'une instabilité. Alors que Moscou accuse des agents étrangers et s'efforce de réparer son réseau défaillant, le monde tire déjà ses propres conclusions. La vraie question n'est pas de savoir qui a provoqué les explosions, mais ce que cela a révélé. L'économie, la réputation et la puissance militaire de la Russie reposent toutes sur les mêmes bases fragiles. Quand ces bases s'effondrent, le choc ne s'arrête pas aux frontières de la Russie. Il se propage à travers les marchés, les alliances et les calculs mondiaux. Le chemin de fer de Saint-Pétersbourg ne s'est pas simplement brisé. Il a envoyé un message que le monde entier a entendu haut et fort. Au final, la situation est bien plus qu'un simple incident ferroviaire. C'est un panneau indicateur qui pointe vers les réalités plus profondes de la Russie moderne. Cela montre que la puissance extérieure dépend de la stabilité interne et que les infrastructures sont aussi cruciales que le front. Et cela laisse une question en suspens, tranchante et indéniable. Si les trains ne peuvent pas circuler, comment l'Empire peut-il tenir ? Vous l'avez probablement déjà remarqué, mais chaque fois que nous essayons de vous montrer ce qui se passe réellement sur les lignes de front de cette guerre, YouTube soit démonétise la vidéo, soit la bloque carrément. Nous avons eu des vidéos supprimées simplement pour avoir montré la vérité. Pas de propagande, ni de vidéos truquées, seulement des images vérifiées et analysées avec de vrais vétérans. Durant ce temps, les médias traditionnels, pourtant soucieux de transparence, ne montrent pas l'impact réel des missiles russes sur les villes ukrainiennes. C'est pourquoi j'ai créé Business Basics, notre propre plateforme, totalement indépendante de YouTube et sans aucune censure. Nous y partageons des extraits du front, des analyses de vétérans et des reportages absents des médias traditionnels. Il ne s'agit pas de clics ou de vues, mais de préserver la vérité avant qu'elle ne soit effacée par les algorithmes et la politique. Et la seule raison pour laquelle nous pouvons continuer à faire fonctionner ce site, c'est grâce à vous, les fans, les spectateurs, les personnes qui se soucient réellement de ce qui se passe. Nous n'avons ni sponsor ni entreprise pour nous soutenir, juste votre soutien. Si vous soutenez le journalisme indépendant et voulez voir la réalité, rendez-vous sur basicsinsider.com maintenant. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran. La guerre ne se joue pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi pour la vérité.